Elle était prévue au mois de février 66, c'est le coup d'État qui a cassé ces processus. Donc, d'un côté, atteinte à la presse sur le plan national, de l'autre côté, soutien. C'est pour cela qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui est déterminante pour l'avenir. Parce que nous touchons les opinions publiques internationales, ce qui veut dire aussi faire preuve de beaucoup de sérieux dans nos journaux, lorsque nous intervenons sur Internet ou sur les chaînes de télévision que les Congolais ont montées ici. Troisième élément, parce qu'il faut quand même le souligner, puis ça a été évoqué notamment par Sampou, les procès bidons. Là aussi, il y a un héritage colonial. Il n'y a aucune différence entre le procès en 1921 de Simon Kimbangu et les procès de 66, procès là aussi des juridictions militaires, notamment contre les 4 parlementaires qui ont été pendus sur la place publique. Deuxièmement, et aujourd'hui, évidemment, cet héritage est fructifié par le pouvoir actuel, puisqu'il y a des juridictions militaires qui reviennent en force. Et enfin, autre élément, puisque les problèmes des élections aussi se profilent, changement et révision de la Constitution. Eh bien, je pense que là, vraiment nous sommes, j'allais dire, c'est vraiment l'heure de vérité pour le Congolais, notamment les élites universitaires. Parce qu'en 1970, Mobutu est candidat pour les élections présidentielles. D'abord, au sein de son propre parti, il y a des réticences. Vous vous rappelez, les directeurs du bureau politique de l'époque, Albert Mavungo a été révoqué, c'est le seul Congolais à avoir été révoqué bien peur, parce qu'il a dit à Mobutu de se conformer à la Constitution qui interdisait à un militaire d'être candidat. Deuxièmement, Mobutu dépose son dossier de candidature à la Cour suprême. Le premier président, c'est Marcel Liaou, qui est maintenant le procureur général. C'est que le Congolais ignore, parce que ça n'a jamais été publié. La Cour suprême de justice, statuant comme Cour constitutionnelle, rend un arrêt avant de dire droit pour dire à Mobutu, votre dossier est incomplet. Il manque une pièce essentielle, la preuve que vous n'êtes plus militaire. Mobutu était dans tous ses états. Il ne pouvait pas imaginer que Liaou et Kengo, qu'il considérait comme ses amis, puissent présider une juridiction qui rétoque sa candidature. Il est obligé d'apporter un document venant du quartier général de l'armée, comme quoi il est libéré, il est mis en disponibilité, ce qui voulait dire qu'à cette époque-là, il était libéré de obligations militaires. Alors, si en 70, il s'est trouvé des Congolais courageux pour s'opposer à une candidature de Mobutu, je pense que plus de 40 ans après, si nous ne sommes pas capables de faire preuve d'autant de courage, cette fois-ci, fort des enseignements de l'histoire, eh bien c'est une régression, à tout point de vue. Non seulement sur le plan en tant que juriste, mais aussi en tant qu'universitaire, si nous voulons jouer notre rôle d'intellectuel. En tout cas, donc je remercie les organisateurs, Sampou surtout, parce que infatigable défenseur des droits de l'homme, les Congolais ont toujours été courageux là-dessus. Et il nous faut donc maintenant intellectuellement nous préparer à répondre à des argumentaires farfelus. Mobutu disait, lorsqu'on lui reprochait les violations des droits de l'homme, disait, du temps de la colonisation, il y avait des violations des droits de l'homme, personne ne nous a défendus. C'est archi faux. Parce qu'une des premières campagnes internationales pour défendre les droits des peuples, ça a été pour défendre les Congolais, ce qui a poussé le roi Léopold II à instituer une commission d'enquête internationale en 1904-1905. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui que de l'étranger, il y ait des voix qui s'élèvent contre les violences commises sur les populations congolaises. Deuxièmement, Mobutu s'est trompé aussi parce que, justement, si nous nous sommes révoltés contre les Belges, c'est parce que nous ne voulons plus de régime arbitraire. Or, cet argumentaire a été repris aussi du temps de Laurent Désiré Kabila en disant oui, pendant 32 ans, Mobutu vous a opprimé, vous n'êtes jamais soulevé. Ce qui était archi faux puisqu'il y avait les défenseurs des droits de l'homme. Dernier élément, puisqu'il y aura élection présidentielle, je rappelle qu'en 1960, il faut, vous savez, un peuple qui est privé de mémoire historique marche toujours dans les ténèbres. En 1960, déjà 1959, au mois de décembre, le roi Baudouin fait un voyage
impromptu au Congo. Beaucoup de Congolais ignorent ça. Il est venu chez nous presque en cachette, en 59. C'est à quelques jours de l'ouverture de la table ronde. Le général Yansens, commandant-chef de la force publique, donc l'armée coloniale, lui dit, écoutez, il est temps de prendre des dispositions pour proclamer l'indépendance du Congo sous l'égide de la couronne, et donc vous devenez chef de l'État. Le ministre des colonies répond cette idée pendant la table ronde. Il y a une majorité de Congolais qui sont prêts à l'accepter. Mais les représentants des partis représentatifs, c'est-à-dire les MNC, Abako, Cartel, disent non, sans agressivité. Ils ont toujours été corrects avec le roi, avec sa personne. Mais on a dit, mais non, puisque nous devenons et nous acceptons l'indépendance, c'est à nous de choisir le chef de l'État. Mais les Belges ont continué les manœuvres. À 3 jours du 30 juin, nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons pas encore de chef d'État. C'est M. Cyril Adoula qui rapproche Kasavubu de Lumumba pour que les parlementaires lumumbistes puissent apporter à Kasavubu les voix qui lui manquaient, puisque la PACO était un petit parti, qui lui manquait pour qu'enfin il puisse être élu chef de l'État. Ce qui veut dire quoi aujourd'hui, plus de 50 ans après, c'est-à-dire lorsque nous voulons prendre notre destin en main, nous sommes capables de le faire. On l'a démontré en 60, où les parlementaires lumumbistes apportent leur voix à un instant à Kasavubu. Nous l'avons démontré en 61 lorsque à l'unanimité, le Parlement congolais accorde à Cyril Adoula les suffrages pour qu'il devienne Premier ministre. Nous l'avons démontré en 92 lorsque, à une écrasante majorité à la conférence nationale souveraine, nous élisons M. Etienne Tshisekedi Premier ministre. En dépit de campagnes, de calomnies, d'obstructions, la preuve aussi que nous sommes capables de transcender les clivages ethniques. Parce qu'il n'y avait pas que les Balouba qui ont élu Tshisekedi Premier ministre. Alors, je pense que lorsque nous sommes face à un tel destin, si nous ne sommes pas capables de faire preuve de tel courage que nos aînés, nos parents, et pour certains d'entre nous ici, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, eh bien, je pense que c'est une régression. Et un grand pays comme le Congo n'a pas besoin de régression. Il n'y a pas une fatalité pour que la gouvernance, puisqu'on a beaucoup parlé de gouvernance, soit accaparée, soit confisquée par des analphabètes politiques, des illettrés de l'histoire du Congo. Nous sommes en France. De Gaulle nous a démontré que ce sont ceux qui sont fortement attachés, ancrés dans l'histoire de leur peuple, qui réalisent des grandes avancées au profit de leur peuple. Merci. Très bien. Merci infiniment. Merci. Voilà, vous venez de suivre M. Anissé Mobé, anthropologue social, un homme de qualité que la communauté congolaise connaît parfaitement, enfin la communauté africaine d'ailleurs. Alors voilà, nous allons passer à la presse du Maghreb. Quand on parle de la presse du Maghreb, on voit le Maroc, on voit l'Algérie, on voit la Tunisie, l'Égypte. Alors, à travers cette presse, on peut sentir, lors de l'avènement du printemps arabe, qu'on peut appeler printemps arabe, est-ce que la presse a travaillé pour ce printemps arabe? Est-ce que la presse arabe est-elle vraiment libre? Comment fonctionne-t-elle la presse arabe? Alors nous allons accueillir M. Zirem Youssef, journaliste, écrivain. Il va nous parler aussi de ses bouquins. Venez, M. Zirem, nous parler un peu de la presse du Maghreb. Bonjour tout le monde. Je crois que la liberté de la presse souffre dans tous les pays du monde. Je pense même que c'est une conquête au quotidien. Je ne peux pas dire aujourd'hui que la presse française est complètement libre. En France, il y a énormément de sujets qui sont tabous, qui ne sont jamais abordés par la quasi-totalité des médias français. Mais là, c'est une autre histoire. Je vais vous dire en quelques mots, rapidement, l'état des médias en Afrique du Nord. D'abord en Égypte. Alors, l'Égypte a fonctionné sous le régime militaire du parti unique durant des décennies. Et puis donc, il y a la révolte populaire qui dégage Moubarak. Bon, on a appelé cela la révolution. De fil en aiguille, donc les Égyptiens élisent un président islamiste,
il est élu de manière démocratique. C'est vrai que ses adversaires, s'ils avaient réussi à se rassembler, pouvaient être élus. Mais en général, dans ces pays-là, ceux qui prétendent être démocrates n'arrivent pas à faire d'action ensemble. Ça arrive aussi dans beaucoup de pays africains. Et donc, quelques mois après, les services égyptiens fomentent une grande révolte populaire et se servent de la révolte populaire pour faire revenir le régime militaire. Le régime militaire en Égypte, qui est actionnaire dans pratiquement 40% de l'économie égyptienne. Donc, entre-temps, quand Moubarak part, la presse reprend sa liberté. Il y a même beaucoup de médias qui se créent, beaucoup de télévisions. Mais la parenthèse démocratique est vite refermée et donc le général Sissi sera le prochain président égyptien et ce sera donc le prochain dictateur en chef. Bon, ça c'est pour l'Égypte. La Libye c'est beaucoup plus complexe. C'est un pays immense dont la population n'a jamais pratiqué une quelconque activité politique. Donc c'est un régime de parti unique mais qui dirige tout. Aujourd'hui la presse est relativement libre, mais il y a d'autres problèmes. Donc, il y a même des velléités d'autonomie de certaines régions. Il y a le désir légitime des Berbères de se faire entendre, les Berbères qui ont été longtemps opprimés par le président déchu, assassiné. Et donc, c'est un